Moi, je souhaiterais dire à la diaspora que l'environnement n'est pas toujours celui qu'il croit. Au Cameroun, on a parfois fait intervenir ses propres relations familiales pour réaliser des projets. Cela n'a pas marché. Il y a la possibilité, lorsqu'on a des personnes crédibles en face de soi, d'investir, de réaliser des projets, que ce soit des projets individuels. Vous voulez construire une maison, pourquoi envoyer l'argent à votre famille? Envoyez-la à une entreprise capable de construire cette maison-là pour vous et de vous tendre les clés. Je vais présenter ce soir des exemples de construction de maisons faites dans des villages pour des éléments de la diaspora qui ont bien voulu passer par ce chemin-là au lieu de s'adresser à leur famille. Mais je veux surtout parler de projets qui dépassent le stade du village, des projets de construction d'hôtels, des projets de construction d'immeubles à usage de bureaux ou d'appartements de luxe, des projets qui demandent que les gens mettent des moyens en commun pour être réalisés. En fait, ça va se faire par le biais de mise en place de sociétés anonymes dans lesquelles je demande à la diaspora de prendre une participation significative. Quand on cherche des partenaires, au lieu de chercher tout le temps des partenaires étrangers, peut-être qu'il faut d'abord s'adresser à ses compatriotes, mais la diaspora à laquelle je souhaite parler ici n'est pas forcément la diaspora camerounaise, c'est la diaspora tout court. Je suis en Belgique la déléguée internationale de l'association des femmes rurales des Coadjom. Coadjom, c'est au Cameroun. Je suis co-organisatrice de la présente activité. Ça se situe un peu dans le continuum de notre déplacement au Cameroun en mars 2017, où vous savez que la présidente de l'Union des femmes africaines a conduit une délégation de femmes africaines de la diaspora à la rencontre de leurs partenaires au Cameroun en zone rurale. On a vu aujourd'hui qu'il n'y avait pas que les Camerounais, donc il y avait différentes nationalités. Et donc l'intérêt, il est au-delà de la nation. Today we came for the conference on entrepreneurship, investment with His Majesty from Cameroon, who has come to introduce what he does in Cameroon, about the work he's doing, and to see if he can interest the people of Cameroon or the people of Africa who live here to see if they can invest in Cameroon. Women are playing a major role in investment right now. The tables have changed, turned where it was only a place for men, but now it's for women. So it's a great way of trying to work together with the people in the diaspora as well as the people in Africa. Just to set the tone of tonight's event, tonight's meeting, we have a great man in our midst who has come to share what it is they are doing in Cameroon. And for us, the diaspora, sometimes we need somebody back home to come and show us what they do, for us to learn to see how we can invest back home. There are so many things that we can do, but sometimes it's very difficult for us to start. But if we have people like His Majesty come here and talk to us about what he is doing, that would tap on our minds to have an open mind and see how we can also get involved in what they are doing. L'idée de ma présence ici, c'est de partager avec vous quelques idées de projets de taille variable qui sont susceptibles d'intéresser les uns ou les autres. On verra en fonction de la présentation qui aura été faite. Je vais commencer par un projet de construction d'un hôtel 4 étoiles. Je me nomme Bernard Baïha, je suis le chef du village de Mbing. Mbing est un village de l'arrondissement de Makak, dans la région du centre, au Cameroun. C'est le plus grand village de l'arrondissement. Donc je suis ici en tant que chef de village. Mais accessoirement, j'occupe les fonctions de conseiller numéro 1 à la Société nationale des hydrocarbures au Cameroun. Je suis conseiller depuis 5 ans maintenant. Avant cela, j'avais été directeur de la production pendant 10 ans. Je suis ingénieur de formation. J'ai fait une formation de génie civil à l'école polytechnique.
à Yaoundé et j'ai fait une formation d'ingénieur de pétrole à l'Institut français du pétrole en France. Et j'essaye donc à ce titre d'apporter un petit plus à l'animation de la vie sociale, de la vie économique en zone rurale. Et ayant rencontré Delphine et son association qui implique beaucoup la gente féminine, j'ai, parmi les projets que je vais vous présenter, un projet dans lequel les femmes sont susceptibles d'être impliquées en grand nombre. Pourquoi les femmes? Parce que dans notre environnement, elles sont mieux organisées que les hommes. Elles ont des associations qui travaillent ensemble. Aujourd'hui, on va dans la plantation de tel, demain on est dans la plantation de tel autre. Elles sont en groupe et elles travaillent ensemble. Elles sont beaucoup plus régulières dans leurs activités. Elles respectent mieux leurs engagements que les hommes. Elles boivent moins. Je n'ai pas dit qu'elles ne boivent pas. Donc, elles ont des atouts qui permettent en fait de mieux compter sur elles. Je n'ai pas dit que dans les projets en milieu rural, il n'y aura pas d'hommes, il y en aura, mais je crois qu'en misant sur les femmes, on peut être sûr d'aller de l'avant si on peut les aider à mieux s'organiser. Donc, voilà pour ce qui concerne ma présentation. Et je vais donc commencer par le premier projet qui porte sur une idée de construction d'un hôtel 4 étoiles à Kribi au Cameroun. Kribi au Cameroun, c'est une ville balnéaire en bordure de mer, c'est une ville touristique et je peux dire sans me tromper que c'est la ville qui en ce moment se développe le plus au Cameroun. L'idée derrière tout cela, c'est d'implanter un certain nombre d'activités industrielles dans la zone de Kribi. C'est de créer également une ville nouvelle parce que quand ces activités industrielles-là vont s'implanter, les gens vont s'orienter vers là-bas et ils ne pourront pas partir tous les matins de Douala pour aller travailler à Kribi ou de Yaoundé. Ils vont aller habiter dans la zone. Donc, il y a une idée de création d'une ville nouvelle. Le projet d'hôtel, je viens ici parce que j'avais commencé à en parler à des représentants de l'AFD, l'Agence française de développement à Paris. Quand je les ai rencontrés, ils m'ont posé un certain nombre de conditions. La première, c'était d'avoir un terrain en bordure de mer d'une superficie minimale d'1 hectare. La deuxième, c'était de trouver une entreprise pour construire. Et j'ai trouvé cette entreprise-là au Cameroun. Elle s'appelle Bâti Service. Ceux qui connaissent le Cameroun et qui connaissent l'immeuble du Conseil économique et social voient de quel type d'immeuble il s'agit. Un immeuble de 15 étages qui est aussi moderne que ceux que vous avez ici à Bruxelles. Ensuite, il fallait trouver une société pour faire les finitions et équiper, mettre du mobilier dans cet hôtel s'il se construit. Et là, j'ai pris la tâche d'une société italienne. C'est elle qui a réalisé les finitions et l'ameublement de toutes les banques BEAC de la zone CEMAC, y compris la BEAC centrale, évidemment, qui se trouve à Yaoundé, dont les BEAC au Congo, en Guinée équatoriale, au Tchad et ailleurs. C'est cette société qui a équipé ces bâtiments. Et je peux vous dire que les finitions dans ces immeubles sont de très haute qualité. Et ensuite, il fallait trouver un investisseur camerounais, personne physique ou personne morale qui puisse prendre en charge 15% du coût du projet. Ce n'est pas les gens qui manquent au Cameroun pour financer quelques milliards, mais en fait, si on le fait, on se tournera toujours vers les mêmes personnes pour mener les activités économiques. Et on se dit, peut-être que la diaspora pourrait être intéressée par ce type d'activité. La diaspora, pas prise en tant que personne individuelle, mais prise en tant que groupe, et pas seulement la diaspora qui est ici en Belgique. L'intention est de poursuivre ce type de présentation sous d'autres horizons et de faire en sorte que la diaspora puisse mobiliser les fonds nécessaires pour représenter les 15% dont nous parlons. Et comme ces personnes de l'AFD ne connaissaient pas pour la plupart le Cameroun, ils en avaient entendu parler, ils n'y étaient jamais allés. J'ai réalisé un petit film d'1 minute qui présente quelque peu survol Douala et Kribi. Et comme ils avaient demandé à avoir la preuve qu'il y aura un aéroport à Kribi,
Parce que les autoroutes sont en train de se construire. Une autoroute part de Kribi pour rejoindre celle qui relie Douala, qui va relier, parce qu'elle n'est pas encore achevée, qui va relier Douala et Yaoundé. Quand vous partez de Yaoundé, même si c'est l'autoroute, pour aller à Kribi, sur autoroute, vous pourrez faire 2h30, à tout casser 3h. Aujourd'hui, on fait un peu plus de 4h. Quand quelqu'un doit aller en week-end en sortant du travail un vendredi soir, le mieux c'est qu'il prenne l'avion. Donc la condition qu'ils ont exigée, c'est de s'assurer qu'il y aura un aéroport là-bas à Kribi. Moi, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais ça, c'est leur exigence. Voilà, ça, c'est Kribi. Voilà, stop là. Voilà la bretelle goudronnée. Et sur la droite, là, c'est la base vie de Perenco. Et à gauche, c'est le terrain dont je parle. Voilà comment se présente le terrain. Évidemment, on a le titre foncier. Je n'ai pas voulu mettre le numéro de titre foncier là et tous les détails, mais nous avons les documents de propriété de ce terrain. Ce n'est pas un terrain qu'on est en train de chercher pour faire le projet. Il y a un certain nombre de dispositions, un espace pour l'administration, il y a un bar avec sa terrasse, il y a un salon d'attente, il y a un salon-bar, et il y a une grande salle de repas qui pourra servir de salle de fête, le cas échéant, de 1200 places. Les gens aiment organiser beaucoup d'événements à Kribi, des séminaires, des mariages, des choses comme ça. Donc, s'ils disposent d'une salle de cette taille, je pense que ça va augmenter l'attractivité de la ville. Il n'y a aucune salle de cette taille dans la ville de Kribi. Évidemment, on a prévu des parkings. Bien qu'on ait un aéroport, beaucoup de gens continueront de venir en voiture, notamment ceux qui sont proches là, dans la ville de Douala. Continue. Et sur la plage, on compte mettre plusieurs équipements de divertissement, un peu comme vous les avez ici. L'équipement qui, avec la pression de l'eau, vous soulève en hauteur. Là. Comment on appelle ça? La planche à voile? Non, c'est pas la planche à voile. C'est tout récent, c'est tout. Voilà, avec 2 tuyaux, vous montez et vous retombez dans l'eau. Donc, même si on ne trouve pas le nom, vous voyez de quoi il s'agit. Donc, c'est ces équipements-là qu'on compte mettre en place, parce qu'il y a des gens qui vont à Kribi, pas forcément pour rester à l'hôtel, mais pour y passer une journée et rentrer chez eux. Donc, la surface construite a été évaluée par Bâti Service, une société professionnelle. Elle est de 13 379 mètres carrés, l'ensemble, y compris donc les parkings. Le bâtiment lui-même étant un peu moins de 10 000 mètres carrés. Donc, le gros œuvre devrait être fait par Bâti Service. Les finitions et l'ameublement devraient être réalisés par la société Comepsa, la société italienne. Continue. Et l'évaluation des coûts, c'est celle que nous avons là. Gros œuvre, 6 milliards, 8. Finition et ameublement, 4 milliards. Les 2 hectares et demi de terrain, 1 milliard à peu près, formalité de notaire, et puis une étude d'impact environnemental est absolument obligatoire pour réaliser ce genre de projet. Donc, le coût global du projet est estimé à 11 milliards 9. Bon, pour vous qui travaillez en euros, 18 millions d'euros. Et dont la personne ou les personnes qui visent 15% ici, ben, ils devraient prendre 15% de 18 millions d'euros. Donc, on ne demande pas à une seule personne de trouver cela, mais je demande aux gens de la diaspora de réfléchir à la possibilité de s'impliquer dans ce genre de projet en se mettant ensemble. Et... Non. En se mettant ensemble, je pense que les gens peuvent faire beaucoup par rapport à leur capacité individuelle. La somme a l'air importante, mais le nombre fait la force. La diaspora n'est pas qu'en Belgique. Donc, voilà le message que je veux passer pour ce premier projet-là. Ne soyez pas effrayés par les chiffres. Les 15% donc, continue, représentent à peu près 2 milliards.
c'est-à-dire 3 millions d'euros. Donc, si on doit passer par le schéma de financement de l'Agence française de développement, nous devons trouver des investisseurs privés qui mettent 3 millions d'euros sur la table. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce projet de construction d'un hôtel de luxe à Kribi. Si tout se passe bien, les négociations, les contrats, la mise en place du financement, le démarrage des travaux pourraient avoir lieu au second semestre 2018. J'ai laissé ça un peu vague parce que ce sont des délais qu'on ne maîtrise pas très bien. La mise en place de tout ceci peut prendre une année à compter de maintenant. Mais l'idée dans tout ça, c'était de montrer que la ville de Kribi a du potentiel qui justifie la construction d'un hôtel 4 étoiles à cet endroit. Donc, si je comprends bien, en état actuel des choses, il n'y a pas un vrai business plan disponible? Non. Pour l'instant, non. Il faut d'abord réunir les conditions qui sont là. Si on ne trouve pas l'investisseur privé qui prend 15% du projet, il n'y a pas de projet. Mais je ne peux pas m'engager si je n'ai pas de business plan. Dans ce cas, on pourra avoir des séances de travail détaillées au cours desquelles je pourrai vous présenter des éléments de ce business plan. À mon avis, le pourcentage de faisabilité du projet est important. Au début, le projet de port en eau profonde de Kribi, il y a 15 ans, on en parlait comme de quelque chose dont on rêvait. Mais aujourd'hui, on touche du doigt le projet. Le projet était un projet d'hôtel luxueux. Oui. Parce qu'il existe déjà sur le terrain à Kribi des hôtels à tous les prix. Oui. Et que ici, le projet dont on parle est un projet innovant. En termes de, je ne veux rien justifier, mais je voudrais juste recentrer le débat par rapport à ça, que c'est un projet innovant qui apporte quelque chose de nouveau, un hôtel au standard international, mais c'est aussi face à la demande d'une certaine clientèle. Donc c'est juste pour rappeler à ça, malheureusement, on ne peut pas voir le film à Kribi. Kribi, c'est une ville faite d'hôtels à tous les prix. Donc je repasse la parole à Sa Majesté, M. Baïdou. Merci Delphine. Nous parlons de transport interurbain aujourd'hui parce que nous avons mis sur pied une société de transport, mais en fait qui assure le transport vers les zones rurales. Donc le transport interurbain est une activité un peu risquée, mais rentable. Donc c'est de ça que je vais vous parler brièvement. Continuons. Donc, nous avons déposé cette licence de transport interurbain et nous avons demandé à desservir la zone littorale, ouest et sud. Pourquoi cette demande? Cette demande parce que les projets d'autoroute qu'il y a au Cameroun sont prévus entre Douala-Yaoundé, Yaoundé-Bafoussam et Bafoussam pour revenir à Douala. Donc, ça va former une espèce de triangle. C'est cette zone-là qui sera desservie par des routes un peu comme celle que vous avez ici. Et l'option que nous avons prise, c'est de faire du transport VIP, parce que c'est le transport VIP qui rapporte un peu plus d'argent. Quand vous prenez le bus entre Douala et Yaoundé, il y a des compagnies de bus où vous payez 4 000 francs CFA, mais dans les bus VIP, c'est entre 8 000 francs et 10 000 francs. 45 places, ben, c'est pour avoir des bus confortables. Hein. Le même bus de 14 mètres peut transporter 70 personnes, peut transporter 50 personnes. Nous avons pris l'option d'avoir un aménagement de 45 places, où les gens sont à l'aise, il y a des toilettes à l'intérieur, et nous sommes allés à la foire qu'on appelle Promo Hôtel, est organisée une fois tous les 2 ans ou 3 ans, et nous avons rencontré là-bas le représentant de la marque Volvo. Volvo parce que le service après-vente existe et il y a toutes sortes de bus de bonne qualité, mais il faut un service après-vente pour pouvoir réparer le bus si jamais il venait à tomber en panne. Continuons. Donc, le prix du transport, comme je disais, c'est 8 000 francs, aller simple. En général, quand vous prenez un aller-retour tout de suite, on vous le laisse à 15 000 francs. Le coût d'acquisition d'un bus neuf est de 120 millions de francs CFA. Au prix de 8 000 francs, 45 places, un bus vous rapporte à peu près 700 000 francs CFA par jour. Parce qu'il fait un aller-retour et voilà ce qu'il rapporte. Donc, nous recherchons donc des financements moyennant le paiement d'une redevance mensuelle parce que beaucoup de personnes trouvent que le transport par bus est risqué.
Ils veulent bien financer ce type d'activité, mais sans en être actionnaire. Un actionnaire prend toujours plus de risques que quelqu'un qui vous prête tout simplement de l'argent. Nous pensons pouvoir rémunérer tout placement qui pourrait être fait autour de 10% par an et rembourser les sommes mises à notre disposition en 3 ans. Voilà comment ça se présente. Mais maintenant, pour ceux qui acceptent de prendre le risque d'être actionnaires, le schéma de développement que nous avons mis sur pied, enfin d'exploitation que nous avons mis sur pied ici, permet de redistribuer aux actionnaires sous forme de dividendes, si l'on peut dire, la moitié donc du revenu net, enfin de la trésorerie nette que peut dégager l'activité. Et pour les fans des plans d'exploitation prévisionnels, nous en avons un. Si vous voulez le voir en détail, je pourrais vous le présenter, mais je n'ai pas prévu de le présenter ici. Voilà le schéma. Donc, il faut 6 bus. Continuez à voir s'il y a quelque chose. Bon, enfin, le plan d'exploitation, le compte d'exploitation prévisionnelle est là. Il y a des détails dessus. Je passe à la dernière figure là. Pour avoir 6 bus, il faut 780 millions de francs CFA. Voilà, grosso modo, ce que ces bus peuvent rapporter. Quand vous prenez l'année 1, le montant qui est marqué là, je vous ai dit qu'un bus rapporte 700 000 francs par jour, fois 6, ça fait 4 millions d'euros. Laissons à 4 millions. Si les 4 millions en une journée, vous prenez 300 jours par an, les autres 60 jours de l'année, on peut dire que c'est la maintenance, c'est les pannes, c'est, enfin, je ne sais pas quoi. Vous calculez ce que ça peut dégager, vous mettez la moitié de ces recettes-là sur les charges, voilà ce qui reste. Et ça, quand vous faites un calcul, ça présente un taux de rentabilité de l'ordre de 44%. Donc l'activité a beau être risquée, elle peut être rentable. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que nous équipons ces bus d'un système de tracking, donc qui permet de savoir où se situe la voiture, à quelle vitesse elle roule, donc de contrôler ce que fait le chauffeur, à la limite de le rappeler à l'ordre, et si nécessaire, de stopper le bus pendant qu'il est en marche. Les chauffeurs qui roulent comme des fous, ça n'existe pas dans ce système-là, et on leur fait faire cette formation de safety driving qui permet de les conscientiser et de leur permettre d'anticiper sur les obstacles qu'ils peuvent rencontrer sur la route. Donc, le message que je veux passer à la diaspora, pour ceux qui ont des revenus qui permettent de faire ce genre d'investissement, soit vous les placez dans l'immobilier ici et vous avez un taux de rentabilité de l'ordre de 4%, soit vous prenez le risque qui se présente là et vous visez quand même un taux de rentabilité meilleur. Je vous signale que des sociétés de transport fonctionnent au Cameroun. On a beau parler d'accidents et tout, les sociétés fonctionnent. On va me dire que les routes sont dangereuses, mais les routes sont en train d'être refaites et les autoroutes sont en construction. Voilà brièvement ce que je voulais présenter pour ce qui concerne le projet de transport. La question vous est posée. Au nombre de bus, Oui. pourquoi est-ce que vous avez choisi 6 bus? On peut mettre plus de bus si on trouve plus de disponibilité. Mais ce qu'on voulait, c'est pouvoir assurer un minimum de 3 départs par jour de chacune des villes. Un départ le matin, un départ à mi-journée, un départ en fin d'après-midi, aussi bien à Douala qu'à Yaoundé, mais avec des horaires précis. L'important pour ce voyage-là, c'est le respect des horaires. Les fonds qui rentrent là, j'ai dit, la moitié représente les charges, y compris les impôts. Hein. Oui, oui. La TVA de l'ordre de 20%. Voilà. Donc, je passe au projet de monnaie électronique. Vous qui êtes ici, vous êtes très habitués à ça. Mais au Cameroun, c'est pas encore ça. Et nous avons une société qui s'appelle, Africa Soft. Africa Soft, qui est, comment dire, le partenaire de Campost pour mener ce projet-là. Moi, j'en parle parce que je suis un petit actionnaire de Africa Soft et je pense que c'est un projet qui peut apporter des retombées intéressantes. La monnaie électronique participe de la modernisation de l'économie. Hein.
Avant, quand vous aviez quelqu'un qui part de Douala pour aller acheter des bœufs au Nord Cameroun pour 100 millions, ben, il amenait l'argent dans des sacs, dans des tas de choses. Aujourd'hui, il dépose l'argent à Douala chez un opérateur approprié et il va à Maroua, il récupère l'argent là-bas parce qu'au marché des bœufs, quoi qu'on fasse, on paye toujours en espèces. Hein. La Campost, aujourd'hui, est notre partenaire stratégique pour le développement de cet outil. Nous avons les agréments nécessaires qui sont délivrés par l'Agence de régulation des télécommunications. Enfin, nous l'avons baptisé POSA, c'est le nom que nous avons donné à ce système. C'est un nom en langue locale. De toute façon, c'est destiné à permettre aussi bien des dépôts, des retraits que des paiements. Ça va servir à régler des salaires, à payer les indemnités des retraités. Au lieu qu'ils viennent s'aligner à Yaoundé pour toucher leur argent, ils pourront le toucher là où ils se trouvent, parce que nous allons former des jeunes avec des tablettes ou des téléphones Android à leur fournir. L'application est téléchargée dessus et ça permet de faire des paiements dans différentes localités du pays. Nous avons l'intention, avec ce système, d'offrir à nos abonnés un paiement de 100 francs CFA par mois et ils font autant de transactions qu'ils veulent. Continuons. Ce système permet de mouvementer de l'argent à partir de son téléphone, où qu'on soit, et de le transférer où on veut. Voilà quelques indicateurs de la situation au Cameroun. Ce que vous allez remarquer là-dessus, c'est que le nombre d'usagers Internet est de l'ordre de 65 000. La population du Cameroun actuelle est supérieure à 22 millions d'habitants. Mais au Cameroun, il y a un minimum de 13 millions de personnes qui utilisent le téléphone mobile. L'objectif pour nous, sur ces 13 millions, c'est d'avoir 1 million d'abonnés. 1 million qui paye 100 francs par mois. Et dans le partage de ces revenus entre nous, Campost et Pemenex, nous avons 25 francs. Nous avons passé un accord avec le guichet unique. Quand vous importez des équipements, enfin, quelle que soit l'importation que vous faites, vous devez payer un certain nombre de sommes là-bas. On donne la possibilité, avec ce système, d'effectuer ce paiement sans vous rendre physiquement dans les bureaux du guichet unique qui se trouve à Douala. Donc, nous pouvons travailler avec l'ensemble des opérateurs parce que là où le réseau Internet n'existe pas, nous avons obtenu auprès de Camtel les numéros courts, des numéros de type USSD, pour ceux qui savent ce que c'est, qui permettent donc de maintenir les communications même quand le réseau Internet n'existe pas. Alors, je termine par ces points d'interrogation parce que ce que nous recherchons, c'est des personnes qui peuvent faire fonctionner les points de cash-in, cash-out. Ce que nous attendons de ceux qui sont intéressés, c'est de s'impliquer là pour prendre des points de cash-in, cash-out. Et ils sont payés à la commission par rapport au nombre de transactions qui se font dans le point en question. Grosso modo, il s'agit d'un projet d'élevage et d'engraissement de porcs, mais ce projet est structuré autour d'une société coopérative qui regroupe 7 villages, évidemment le village dont je suis le chef, et les 6 villages qui sont tout autour. L'ensemble de ces villages représente une population d'à peu près 7-8 000 personnes. Et l'idée, c'est de construire des fermes dans chacun de ces villages, chaque ferme ayant une centaine de porcs, donc avoir un projet global d'élevage de 700 porcs. La production de viande porcine au Cameroun est de l'ordre de 40 000 tonnes. Les besoins sont de l'ordre de 100 000 tonnes. Il n'y a pas assez de porcs. Avec cet expert-là et le système d'alimentation des porcs, au bout de 6 mois, nous avons un porc qui pèse 100 kilos. On peut le vendre sur le marché. Qu'est-ce que nous avons évalué ce projet autour de 100 millions de francs CFA. Nous pensons que ceux qui sont là-bas au pays peuvent trouver un apport de, disons, 30%, et nous cherchons des apports extérieurs qui représentent à peu près 70%. Quand on achète c'est l'engraissement uniquement. Donc, vous achetez un petit porcelet qui a quelques semaines, il pèse 15 kilos, vous l'achetez à 30 000 francs.
Quand vous l'avez porté à 100 kg, vous pouvez le vendre à 130 000. Donc, vous dégagez à peu près 100 000 francs CFA par porc pour un projet développé en zone rurale qui a pour principaux acteurs les femmes, parce que ce sont les plus appliquées. Les femmes sont très, très appliquées pour faire ça. Moi, j'ai acheté des porcs dans le village. Tous les porcs que j'ai achetés, je les ai achetés auprès de femmes. Mais quand vous revenez 3 mois plus tard, elles n'ont plus de porcs. Donc, elles n'arrivent pas à avoir un système qui produit des porcs de manière régulière. Or, si vous voulez approvisionner les marchés d'Ambam ou de Kiossi dont je parlais, là-bas, le marché est hebdomadaire. Il faut pouvoir amener des porcs tous les samedis. La vision que nous avons derrière ce projet, comme l'aliment essentiel de la provence qui est fabriquée, c'est le maïs. En réalité, on veut également inciter les gens à cultiver le maïs et nous rachetons toute la production. Je n'ai pas parlé de tout cela. Ça se fera dans une seconde étape. Quand vous cultivez le maïs, au bout de 3 mois, vous le récoltez, vous le vendez. Donc, nous allons encourager les gens à cultiver le maïs. Nous allons leur fournir les semences à haut rendement. Ils cultivent le maïs comme on a toujours cultivé le maïs dans les villages. Mais il y a des semences de maïs qui vous produisent 12 tonnes à l'hectare. Le maïs villageois, c'est 4 tonnes par hectare. Voilà à peu près à quoi va ressembler une porcherie au lieu de celle que vous avez vue tout à l'heure. J'en ai terminé. Voilà. Et donc voilà, ce projet, manifestement, il vous a beaucoup parlé. On en reparlera certainement après l'intervention. Les thématiques qu'il a développées, ce sont des thématiques clés. Et donc, notamment le projet de bus. En fait, moi, quand je suis arrivée au Cameroun, donc je ne suis pas originaire du Cameroun, je suis africaine, mais c'est un pays qui m'intéresse. Et donc, il y a un grand potentiel. Et donc, au niveau du projet des bus, je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait, à Douala, par exemple, où j'étais, il y a beaucoup de taxis. On voit beaucoup de transports en taxi, mais je trouve que c'est un projet très intéressant dans lequel les diasporas peuvent investir. Je travaille par exemple sur un projet de port avec les jeunes de mon village. Et donc, je voyais comment les ports se développent et vraiment, ça va très vite. Donc, c'est un projet où on peut vraiment investir. Il a aussi parlé de projet d'hôtel, c'est certainement un projet intéressant. Mais il a aussi parlé d'un projet de transfert de fonds avec la Campos. Ce qui m'a intéressé, c'est que le secteur privé, public est dedans. La Campos, c'est une partie publique. Et ça, c'est très intéressant. Par exemple, dans les villages qu'on trouve, on a Monnaie Express. Je ne sais pas si je dois faire la publicité, mais ils sont partout. Donc, je trouve vraiment que c'est une très, très bonne présentation. Merci. Le message que j'aimerais délivrer à la diaspora ce soir, c'est un message, en fait, c'est un appel à apporter une contribution. La diaspora a l'expertise, elle a le know-how dans plus d'un domaine et elle a quelques moyens également dont on ne dispose pas forcément là-bas. Donc, nous cherchons des partenaires dans tous les domaines et je pense que la diaspora est l'élément vers lequel il faudrait se tourner. Moi, je viens leur parler de quelques projets et j'attends d'eux qu'ils puissent s'impliquer dans l'un ou l'autre de ces projets-là. Je pense qu'ici, aujourd'hui, il y a une parole qui a été semée. Et au vu des réactions, je crois que l'intervenant a été entendu. Mais maintenant, on va réfléchir. Il faut que là, c'est une autre occasion qui est donnée à la diaspora de se rendre solidaire, de concrétiser. Donc on lui a parlé de choses très concrètes. Donc si elle a envie de s'impliquer, voilà, la balle est dans son camp.